Vous êtes politologue et président du groupe de réflexion Le Millénaire, un think tank gaulliste. Elle a raison, la ministre de la Transition écologique, quand elle dit que finalement c'est une déclaration populiste. Il y a deux enjeux pour elle. La question qu'elle donne et qu'elle indique, c'est que c'est la position officielle du gouvernement. Ce qu'on sait, c'est que c'est la position d'Emmanuel Macron et c'est la sienne. Mais il y a deux questions. C'est est-ce que l'Assemblée nationale et le socle commun les suivent véritablement dans cette position? Et est-ce que l'ensemble du gouvernement est exactement sur la même ligne? Et quand vous regardez, en fait, sur un certain nombre de sujets, comme sur l'Algérie ou un certain nombre de questions, le gouvernement est actuellement divisé. Pourquoi est-ce qu'il est divisé? Parce qu'il y a une tendance qui est plus à gauche, notamment sur les questions écologiques, et il y a une tendance qui est plus à droite. Et ensuite, après, il y a un deuxième clivage, je pense, qui est très important. C'est les clivages entre les élus de ce qu'on appelle des métropoles et les élus de territoires périphériques et de territoires ruraux. Et donc, si vous interrogez François Bayrou, je pense qu'il va plus louvoyer, ou en tout cas ne pas avoir de position claire, plutôt qu'avoir la même position que sa ministre de l'écologie. Ensuite, après, il y a un deuxième point, je pense, qui pose sur cette question. C'est deux arbitrages qui sont très conséquents. C'est un arbitrage qui est porté sur les questions économiques et surtout, c'est la question politique. Or, la difficulté qu'a François Bayrou et l'ensemble du gouvernement, c'est que maintenant que le PS est reparti sur une ligne d'opposition frontale contre François Bayrou et qu'il y a des menaces de censure, François Bayrou et l'ensemble de son gouvernement sont soumis à une motion de censure du Rassemblement national à la rentrée. Et donc, il a besoin quand même de donner des gages avec une partie de ses ministres et une partie de ses représentants au Rassemblement national. Or, sur cette question, il va faire à peu près ce que sait faire actuellement François Bayrou, c'est qu'il va se mettre à la fois au milieu entre Pannier-Runacher et Bruno Retailleau. Et je pense que c'est ça, en fait, la véritable difficulté. C'est qu'en fait, il n'arrive pas à trancher ni entre Pannier-Runacher et ni entre Retailleau. Mais ça ne va pas devenir invivable, cette situation entre la ministre de la Transition écologique et le gouvernement. Et ensuite, après, il y a un calcul qui est très simple. C'est que si Retailleau part du gouvernement, il embarque LR avec lui, et donc c'est la position rêvée par Laurent Wauquiez, donc il suivra, tout le groupe suivra, et vous avez un groupe socle commun qui est en infériorité numérique par rapport au socle du NFP. Or, tout l'argumentaire du président de la République depuis juillet dernier, depuis les Jeux Olympiques, c'est de dire qu'en fait, c'est le socle qui est certes répond à deux impératifs. Un, c'est le socle le plus nombreux en termes de députés, c'est-à-dire que c'est un socle qui a plus de voix que le NFP, plus et que également le Rassemblement national. Et deuxième point, c'est le socle qui permet d'éviter des motions de censure. Si vous avez Retailleau qui part avec l'ensemble des députés LR de l'autre côté, ça donnera des motifs de censure supplémentaires au Rassemblement national et éventuellement aux Républicains. Donc c'est un groupe qui ne peut pas tenir. Donc c'est un groupe qui doit composer au risque d'une censure politique. Mais ils ont eu un point de désaccord, notamment sur la proportionnelle. Bruno Retailleau a dit « Moi, je ne veux pas porter cette proposition ». Effectivement, là, ça va être le véritable sujet parce que de ce qu'on comprend, en fait, Marine Le Pen ne veut pas actuellement censurer François Bayrou parce qu'elle espère avoir 2-3 accords favorables comme sur la proportionnelle et sur 2-3 sujets. La question qui est posée, au bout d'un moment pour François Bayrou, c'est est-ce que Retailleau lui apporte plus que ce qui lui coûterait éventuellement? Retailleau lui coûte 2 sujets. Un accord avec le Parti socialiste, parce que tous les avancées qu'obtient le Parti socialiste se feraient au détriment des Républicains, donc ça, il ne peut pas l'avoir. Et sur la question de la proportionnelle, Marine Le Pen espère avoir la proportionnelle avant d'appuyer éventuellement sur un bouton qui pourrait provoquer une éventuelle dissolution et donc des élections législatives anticipées. C'est à peu près ça, les deux enjeux. Mais de l'autre point, Marine Le Pen a compris le coût politique que lui coûterait une censure. Elle a censuré Barnier. Elle a vu qu'une partie de ses électeurs et une partie des permanences du Rassemblement national s'étaient faites taguer par des militants de droite ou des militants du Rassemblement national disant vous avez fait passer tous les accords sur le Mercosur, etc. en faute. Donc ça lui coûte cher, notamment dans une stratégie de dédiabolisation qui lui permet de se respectabiliser et surtout d'attirer l'électorat de droite. Donc en fait, elle essaye de danser entre les deux et tout le monde joue un jeu d'équilibre. La gauche, d'une part, doit parler aux électeurs de Macron, en même temps rassurer le nouveau Front populaire et la France insoumise. Bayrou doit composer avec des gens qui sont plutôt à gauche et des gens qui sont plutôt à droite. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, c'est un peu pareil. Soit elle tape très dur, soit en même temps, elle veut essayer de se dédiaboliser, de se respectabiliser. Donc en fait, tout le monde danse. Et je pense que c'est ça qui permet à tout le monde de tenir dans une certaine forme de stabilité dans l'instabilité. Mais ça permet à tout le monde. La République. Tout à fait. Vous avez 2 sujets sur la question écologique et pour comprendre le clivage. Vous avez un sujet qui est politique et vous avez un sujet qui est économique. Sur le sujet politique, effectivement, les gens sont écologiques. Mais par contre, lorsque vous posez la question, est-ce que c'est bien l'écologie? Oui. Est-ce que c'est bien de faire des efforts? Beaucoup moins, mais c'est mieux si c'est les autres qui en font. Et en fait, la question qui est posée à chaque fois, c'est qui est capable de faire des efforts? Moi, il y a un sondage qui avait marqué sur la question des ZFE. Je m'étais dit, la ZFE, en fait, toutes les métropoles seront pour. Quand vous regardez le sous-détail qu'a fait l'IFOP, 60% des habitants d'Île-de-France, donc c'est quand même un territoire métropolitain, sont contre les ZFE. C'est-à-dire que même les territoires métropolitains, qui étaient d'habitude des bastions écologiques, des bastions de gauche, commencent à se convertir sur cette question avec un point qui est central et que soulève Bruno Retailleau, c'est la question de qui porte les efforts.
Et en fait, dans l'imaginaire collectif qu'ont une partie des gens, même les gens de gauche, c'est que ce n'est pas uniquement aux classes moyennes, aux territoires ruraux et aux classes populaires de porter l'effort. Et tant qu'on n'arrivera pas, depuis la crise des Gilets jaunes, à dire qui va payer l'effort, notamment les plus riches ou les métropolitains ou les entreprises, etc., vous aurez toujours des révoltes, vous aurez les agriculteurs qui vont se mobiliser, vous aurez les Gilets jaunes qui vont se mobiliser et un certain nombre de personnes. Et après, deuxième point qui est porté sur la question économique. Et en fait, vous avez un arbitrage que nous, on a observé, c'est que depuis les années 90 et ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, il y avait un consensus politique de gauche et à droite pour en fait subventionner l'écologie. Mais maintenant que l'argent est beaucoup plus rare depuis 2008 et la crise financière de 2008, on doit faire des arbitrages. Quand vous regardez le montant de la taxe qu'on appelle pigouvienne, donc la taxe environnementale, ça rapporte un produit brut entre les années entre 45 et 60 milliards d'euros. La question qui est posée par Bruno Retailleau, et je pense que ça va être ça le cœur du débat, c'est comment vous faites pour les utiliser et quel est le moyen le plus efficace pour atteindre la neutralité carbone. Ce que lui dit, c'est que c'est plutôt les centrales nucléaires. Il a en partie raison. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas un progrès scientifique qui est majeur, actuellement, les énergies renouvelables, et tous les scientifiques vous le diront, sont beaucoup moins efficaces que les centrales nucléaires. Que les centrales nucléaires. Attends, le chiffre de l'investissement dans le parc nucléaire français tous les ans. Oui, mais quand tu prends le coût, non, mais quand tu prends le coût du mégawattheure par euro produit par une centrale nucléaire ou le mégawattheure produit par une énergie renouvelable, donc éolienne ou panneau photovoltaïque, hormis le panneau photovoltaïque qui peut être éventuellement rentable s'il est subventionné, mais le prix de l'électricité, William Tay, il vous reste 20 secondes. Alors, Emmanuel Macron a tenté, mais je pense que ça résume à la fois pas son candidat sur l'écologie, mais sur l'ensemble de tout le reste. Il peut marcher, il peut courir, il peut tenter d'avancer, mais on ne peut pas le faire contre les Français et contre les corps représentatifs et ceux qui l'ont bloqué dans cette action, à la fois les Gilets jaunes, la crise des agriculteurs et maintenant les politiques à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous d'être